Simplement pour confirmer ce que disait tout à l'heure Jacques, à l'instant même, donc effectivement, on nous dit mondialisation et donc fin du patriotisme. Une simple anecdote, vous regardez autour de vous, vous ne verrez pas un Français, un jeune Français se balader avec les couleurs nationales sur la poitrine. Par contre, regardez le nombre de fois où on balade sur sa poitrine le drapeau américain ou le drapeau anglais. Donc la mondialisation, c'est bien la mondialisation de certains pays vainqueurs. Et par conséquent, le nationalisme et le mondialisme, ça ne s'oppose pas. Ça dépend, il y a des pays vainqueurs et des pays vaincus de la mondialisation. Donc le premier aspect, quand un pays, disons, conserve à la fois le nationalisme, chez les États-Unis c'est extrêmement fort, dans toutes les salles de classe il y a le drapeau américain et ainsi de suite, et bien ça s'appelle l'Empire. Un pays qui impose son drapeau au monde entier, ça s'appelle l'Empire. Deuxième chose très rapidement par rapport à ce déjà, bon, je suis bien d'accord aussi avec cette idée-là, que effectivement, la question n'est pas tellement celle de État ou marché. D'ailleurs, les sociétés capitalistes multinationales ont bien développé leurs États, leur forme d'État. Jamais on a eu un tel financement public du profit privé qu'à l'heure actuelle. Même la dette souveraine, dans une certaine mesure, est-ce que ce n'est pas un avatar tout à fait surprenant, parce que d'apparence libérale, de ce qu'on appelait dans le temps, quand j'étais plus jeune militant marxiste, le capitalisme monopoliste de l'État. Sauf que ce n'est plus l'État-nation seulement. Ça se développe au niveau des régions, ça se développe au niveau transnational, ça se développe au niveau mondial, etc. Mais il y a toujours ce financement. Donc le problème, quand on nous dit vous préférez l'État ou vous préférez le marché, c'est un faux débat, il est pipé. Quel État? Et je dirais presque dans un sens quel marché aussi, puisque évidemment il pourrait y avoir un marché encadré dans le cadre d'un système qui irait néanmoins vers plutôt le socialisme. Dernière chose, évidemment, bien sûr. Moi, je considère que ce qui est passé dans les pays de l'Est est bel et bien une contre-révolution, mais en même temps, naturellement, elle avait des causes externes et des causes internes. Les deux, les choses ici s'additionnent. Les deux s'interpénétrant. D'ailleurs, ce n'est pas une simple addition, parce que la course aux armements prolongée pendant des dizaines et des dizaines d'années, alors que l'autre s'était sorti ruiné de la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, ça n'a pas été pour rien dans disons, la déformation du socialisme dans ces pays et le fait que les masses aient fini par ne plus s'y retrouver comme citoyens, puisque en 89-91, au fond, elles n'ont pas défendu le système. C'est ça que nous avons tous vu. De notre côté, évidemment, bien sûr, cette dégénérescence qui s'est produite sur le long terme, effectivement, a facilité l'offensive du monde occidental pour faire tomber comme un fouet mûr, au moment venu, ces pays socialistes avec des complicités internes évidentes. Bon, cela étant, la question qui se pose bel et bien pour l'avenir, c'est celle, effectivement, de reconstruire un État sur la base des nations, avec des coopérations internationales, avec évidemment l'élimination dans cet État nouveau que nous mettrons en place, comme ça s'est passé à la libération, des collabos. Tout à l'heure, tu parlais des traîtres, moi je dirais aussi des collabos, puisqu'effectivement, tous ces gens qui, à la tête du Trésor, comme Jacques l'expliquait ce matin, impulsent la déconstruction de l'État, la dérégulation et la casse de tout ce qui a été conquis par les travailleurs, ces gens-là ne peuvent pas avoir de place dans l'État futur que nous pourrons mettre en place.